Crew, confirm you are go for launch. Crew is go for launch. Bienvenue dans The Cockpit by IPSA, le podcast qui explore l'avenir de l'aéronautique et du spatial à travers les voix de celles et ceux qui le façonnent. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice générale de l'IPSA, la grande école d'ingénieurs en aéronautique et spatiale, et dans chaque épisode, j'accueille à bord des dirigeants, ingénieurs, pilotes, chercheurs et pionniers pour comprendre les innovations, les défis et les ambitions qui redessinent notre ciel et notre espace. 3, 2, 1. All engine running and liftoff. We have a liftoff. Bonjour à nos auditeurs et bienvenue sur The Cockpit by IPSA, le premier podcast aéro et spatial en direct d'une école d'ingénieurs du secteur. Je suis Anne-Ségolène Abscheit, directrice de l'IPSA, une école d'ingénieurs qui propose des formations sur 3 campus à Paris, Toulouse et Lyon. Dans The Cockpit, nous accueillerons à bord une personnalité clé de l'aéronautique et du spatial, dirigeant d'entreprise, experts, étudiants passionnés. L'ambition est de faire rêver en parlant avions, satellites, drones ou fusées, tout en répondant aux questions qui animent le secteur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Madame Catherine Manoury, une véritable pionnière de la voltige féminine, actuellement présidente de l'Aéroclub de France. Catherine, bonjour et bienvenue à bord. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, en introduction de ce podcast, nous avons une checklist à balayer pour pouvoir décoller vers notre thématique dans les meilleures conditions. Alors, quelques questions. Vous avez été championne de France de voltige, championne du monde. On n'ose même pas dire combien de fois. Alors, quelle est votre plus belle décoration ? Décoration sans doute le deuxième titre de championne du monde parce que j'ai eu beaucoup de mal à le décrocher. J'ai mis plus de 10 ans et donc j'étais contente de ça. Mais je me souviens, vous savez, dans la vie, je me souviens de quelqu'un qui s'est approché de moi après que j'ai gagné le championnat du monde, la première, qui m'a dit « ça doit être le plus beau jour de ta vie ». Et je me souviens d'être restée, non, pas du tout, j'étais contente, mais je savais que j'avais pas fait un truc parfait. Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai eu un enfant. Alors, passionnée, mais quand même maman avant tout. Alors, comment vous est venue cette passion de l'aéronautique ? Est-ce que déjà, toute petite, vous rêviez en regardant les avions ? Qui vous a initié ? Alors, effectivement, il y a eu un moment clé. Mon père m'a emmené quand j'avais 8 ans faire mon baptême. Avant, je savais qu'il aimait l'aviation. Il y avait une grosse bibliothèque aviation chez moi, donc j'ai beaucoup lu des histoires d'avions toute petite. Et quand il m'a volé, ça a été quand il m'a emmené voler, ça a été un vrai baptême, c'est-à-dire l'introduction à une nouvelle vie. J'ai été émerveillée et très rassurée sur la vie par la distance. En voyant les maisons petites, je me suis dit, mais au fond, tout ça est pas si grave que ça. L'école, c'est vraiment petit. Il y a moyen de vivre, de dépasser l'environnement qu'on a. Ça m'a vraiment. J'ai su à ce moment-là immédiatement que c'est ça que je ferais, que je volerais. Extraordinaire, une vraie leçon, même de vie. Un vrai baptême. Alors, vous étiez la plus jeune pilote. Vous avez rapidement volé en compétition en solo. Oui, très vite, mais plus jeune pilote de France, c'est un titre qui dure une journée. Il y a des quantités de plus jeunes pilotes de France parce que vous passez votre brevet le jour de vos 17 ans, où on peut être lâché à 15 ans, voler à 17 ans. Vous êtes plus jeune pilote de France jusqu'à ce qu'un autre de 17 ans le fasse 2 jours après. Donc j'en connais des quantités, évidemment. Qui ont volé un peu plus jeune que vous à l'époque. Mais à l'époque, vous étiez la plus jeune pilote. Oui, pendant quelques jours. Mais par contre, j'ai été lâché vraiment très tôt, c'est-à-dire à 15 ans et avec peu d'heures de vol. Ça se faisait, on ferait plus ça maintenant, et d'ailleurs j'aimerais pas qu'on lâche mes enfants étaient lâchés, j'aurais pas aimé qu'on les lâche dans les conditions où j'ai été. C'était 5 heures de vol, c'est-à-dire qu'on sait rien. Oh là là. On sait presque rien. On est capable de faire son petit tour de piste, c'est tout. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'imprévu. Vous étiez en solo dans l'avion après 5 heures de vol. Après 5 heures de vol. Waouh. Vous n'avez pas peur des instructeurs? Oui, ils n'avaient pas peur. Mais bon, ils avaient peut-être senti qu'il y avait quelque chose de naturel chez vous. Oui, mais je connais plein de copains qui ont été lâchés avant 10 heures. Alors que maintenant, avant 20 heures, c'est rare. Oui. Voilà, une société qui protège. Oui, c'est normal. Alors, vous avez été directrice du musée de l'air et de l'espace. Comment c'est arrivé ? Alors, j'ai eu de la chance parce que finalement,
j'avais pas de plan de carrière, surtout pas un plan de carrière. J'ai fait des études de philosophie, ça ne me menait pas directement ni d'ailleurs à l'aviation, que j'avais déjà commencé avant les études de philosophie, ni à diriger un musée. On m'a proposé en fonction de mon parcours, parce que comme effectivement, je m'intéressais au patrimoine, je faisais partie de la commission patrimoine, j'avais fait de la philo, j'étais une pilote reconnue du milieu déjà, donc on s'est dit, peut-être, je pense que c'est au niveau du ministère, parce que le musée de l'air, c'est un musée qui dépend pas de la culture. Il fait avec, comme le musée de la marine et le musée des armées, il dépend de la défense ou des armées. Et donc, il a 3 musées et on m'a approché, j'ai été recrutée par un cabinet de chercheurs de tête et puis j'ai passé les sélections et j'ai réussi. Alors, à mon avis, on va y revenir, mais ça semble très simple quand vous le racontez comme ça, mais certainement Ça que oui, ça m'a demandé d'appliquer, des méthodes dont je m'étais servie, c'est vrai, en compétition, on pourra en parler, mais ouais. parce que j'y connaissais rien. Il s'agissait en fait, bien sûr, il y avait ce qu'on cherchait en moi, c'était la personnalité qui allait attirer les gens au musée, qui allait être dynamique, mais en fait, il s'agissait surtout quand même de diriger un établissement public et ça, j'avais pas cette formation-là. Donc quand on nomme quelqu'un comme ça, il faut derrière une bonne équipe qui va j'ai eu l'impression d'être en formation, dure pendant 1 an, moi qui adore lire, qui adore faire des choses comme ça, je m'étais dit: «Il va falloir 6 mois pour avoir bien compris tout ce que je dois faire et tout ce que comment tout ça fonctionne» et en réalité, il m'a fallu 1 an où je n'ai lu que des dossiers. Ouais, donc il faut voilà, il faut une bonne équipe pour réussir aussi des projets, C'est toujours ambitieux. C'est toujours la clé du c'est succès, toujours de la toute clé façon. du succès, l'équipe. Alors, et maintenant vous êtes présidente, d'une Oui. institution extrêmement prestigieuse, l'Aéroclub de France qui d'ailleurs, décerne les médailles, de l'aéronautique. De Non, les médailles de l'aéronautique sont distribuées par les ministères. Oui, Elles distribuent une grande médaille, qui est la oui, grande médaille de l'Aéroclub de France, oui. qui est une récompense à part, qui dépend directement de l'Aéroclub, mais qui a été donnée aux noms les plus prestigieux. Par exemple, Charles Lindbergh, qui est connu de tout le monde, c'était ce niveau-là. L'équipage, on parlait de Neil Armstrong, l'équipage qui s'est posé, sur la Lune. Tous ces gens-là l'ont eu. Les dernières, moi, que nous avons données, je pense à Bertrand Piccard et André Boschberg, on l'a Oui. donné à Thomas Pesquet, Mmh. on l'a donné, à Tom Cruise l'année dernière. Oui. Alors là, c'était la première fois qu'on était carrément people, carrément en même temps Oui. peut-être, mais c'est un vrai pilote passionné, donc il la méritait tout à fait et un très bon pilote. Oui. Bah là, et aussi un très bon acteur, hein, qui a fait Et aussi un rêver, très bon acteur voilà, qui a déclenché un nombre de vocations. C'était en incroyable. fait, c'était la raison de la médaille, je crois. C'est plus parce que des bons pilotes, il y en a, hein. C'est pas mais le nombre de vocations qu'il a déclenché et d'ailleurs nos amis, militaires et pilotes de chasse m'ont dit, ce qui n'est pas habituel à l'Aéroclub de France, ils m'ont dit: «Surtout pour la soirée, tu me réserves 80 places au moins pour les pilotes de chasse Ah oui. et ils vont vouloir venir», alors qu'on n'a pas un nombre extensible, on peut maximum avoir 250-280 personnes. Donc là, les gens se battaient un peu pour être là et notamment les pilotes de chasse. Ah oui, évidemment parce que, enfin je ne connais pas un pilote de chasse qui n'a pas été, Influencés, influencé qui a pas par, regardé Top Gun. Ouais, ouais, c'est certain, c'est C'est certain. sûr. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que justement l'Aéroclub de France? Parce que, peut-être que certains de nos auditeurs les plus jeunes ne connaissent pas. Oui, effectivement, l'Aéroclub de France, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, n'est pas un aéroclub où on vole. Oui. C'est un cercle qui peut ressembler à l'Automobile Club, si vous avez entendu parler de l'Automobile Club de France. C'est un cercle, donc c'est un endroit de réseau, mais il a été un aéroclub. Il a été le premier aéroclub, du monde qui a encourager les pionniers. L'histoire de l'aviation, elle est partie de la France. C'est pour ça que l'Aéroclub de France est si prestigieux. C'est que tout est parti de là. Et les fondateurs, qui étaient des gens complètement passionnés, qui sont un peu les mêmes que ceux qui ont fait l'automobile, qui aimaient les moteurs, qui aimaient voir devant, qui étaient des visionnaires. En fait, ils ont créé, on pourrait dire maintenant, le premier incubateur de start-up. C'est-à-dire que tous ceux qui ont voulu voler sont venus là. Donc il a encouragé en donnant des prix, ce que nous faisons toujours. Il a mis en place tout pour faire fonctionner l'aviation, pour que les gens et pour que les gens aient les moyens aussi
il y avait beaucoup de donateurs, de grands donateurs qui, effectivement donnaient, des prix. Je vous ai parlé de Lindbergh, c'était le prix Orteig, c'était beaucoup d'argent à gagner pour le premier qui traverserait l'Atlantique. Il y avait de l'argent à gagner pour traverser la Manche et pour souvent les constructeurs qui se donnaient à fond à cette époque, je pense à Blériot, on parle de la Manche, et ben Blériot, c'est quelqu'un qui était un inventeur et qui avait une entreprise qui fonctionnait très bien, qui était assez riche. Il s'est ruiné pour l'aviation et puis finalement il s'est refait une fortune, il a réussi parce qu'il faisait des phares, il faisait des tas de choses mais il avait besoin de cet argent-là parce que à force d'essayer des avions, il a traversé avec le Blériot, ça veut dire qu'il avait déjà eu une dizaine qui Qu'il avaient pas avait marché, cassé. oui, qui avaient été tous cassés, cassaient beaucoup à l'époque et donc il avait besoin de ces aides-là. Après ça a très, très bien marché pour lui mais les gens se donnaient à fond, et donc tous ces grands noms étaient des vrais passionnés et l'Aéroclub de France a favorisé, aidé tout ça et a continué ensemble. Ensuite, il a fait les premières règles de l'air, il a donné les premiers brevets et puis petit à petit, devant un développement de l'aviation que personne n'avait soupçonné, vraiment à ce point. Bien entendu, les pouvoirs sportifs sont partis ailleurs, l'aviation, c'est devenu tout à fait autre chose. Et elle est mondiale et c'est pas l'Aéroclub avec ces 4 personnes qui le Non, mais dirige elle a maintenant. été à l'impulsion. Mais Elle est à l'origine. elle est à a donné l'origine. l'impulsion. Et maintenant, Ouais. c'est un lieu de réseau qui fonctionne avec des commissions qui à la fois a le regard tourné vers l'avenir pour dire qu'est-ce qui va se passer en ce moment. Dieu sait que c'est intéressant Oui. avec la décarbonation, comment va être l'aviation de demain, et qui en même temps est porteur du souvenir, du patrimoine, du respect du passé et de le faire connaître. Parce que c'est en gardant cet esprit-là qu'on avancera. Oui. L'esprit des gens de l'Aéroclub, c'est l'esprit pionnier, c'est l'esprit de ceux qui vont faire l'aviation de demain. C'est pour ça que j'ai lancé un nouveau mouvement pour les jeunes et les IPSA, là, c'est excellent pour eux, qui s'appelle Cap sur l'avenir, pour tous les jeunes passionnés et en même temps concernés par l'avenir de la planète. On sait, on incrimine beaucoup trop l'aviation par rapport à ce qu'elle est effectivement, par rapport à des tas d'autres secteurs. C'est rien. Enfin, c'est rien. Je n'essaie pas de dire qu'elle doit pas travailler, hein. Mais de toute façon, c'est vrai que ça, on se sert de ça quelquefois pour cacher qu'on pollue ailleurs. C'est un peu un bouc émissaire quand même. Ouais, oui, surtout quand on voit les chiffres. Quand on voit les chiffres, oui, on est 2,5-3%, c'est 3 fois rien par rapport, aux vêtements, par rapport À l'agriculture. le premier poste était effrayant, c'est le gâchis, alimentaire. Ouais. Un tiers de ce que nous produisons est jeté. C'est horrible, l'agriculture, c'est vraiment le gros problème. Non seulement on martyrise des animaux, je pense à l'élevage, non seulement on fait ça, et en plus on mange de la mauvaise qualité et on se rend malade. Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi, c'est certain. Congratulations, you are in orbit. Great to be here. Thanks, everyone. Alors, on est là pour Mais on est là pour l'aviation. pour l'aviation et pour partager un moment ensemble pour voilà sur votre parcours, mais D'accord. aussi sur la préparation mentale, parce qu'on n'est pas championne de France de voltige, puis championne du monde 2 fois, pas Oui. une fois, mais 2 fois. Ça veut dire que c'est pas par hasard. Sans préparation, sans concentration, sans connaissance de soi. Mmh. Et on le voit au quotidien, à l'école. On en a besoin. Ouais. Les étudiants, voilà, souvent c'est ce qui manque pour Ouais. pouvoir réussir. Et puis même dans la vie, pour appréhender les nouveaux challenges, oser. Ouais. Voilà, souvent c'est la préparation mentale qui fait tout. Et je pense, en plus, pour en parler après, mais c'est particulièrement les femmes qui sont très souvent touchées par le syndrome de l'imposteur. Oui. Oui, Et peut-être. voilà, et donc cette préparation mentale, qui ose gagne, vous l'avez Voilà. appliqué toute votre vie. Je suppose que ça n'a pas été toujours très simple, mais Non, on met du temps à réaliser. En fait, la première fois que j'ai vu, mon père était pilote privé, c'était un médecin, mais pilote privé, il m'a emmenée toute petite, donc à 8 ans. Et son instructeur à lui faisait de la voltige. Et j'ai trouvé ça absolument fantastique. Cette impression de liberté immense que j'ai eue, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Eh bien, en fait, comme j'ai été lâchée très vite, derrière, j'ai eu l'impression que ça allait être très facile. Donc, j'ai commencé par empiler quelques bêtises énormes, j'ai raconté, et qui m'ont fait prendre conscience que,
il y avait pas moyen. Il fallait passer par des phases, de façon à arriver à un niveau qui est correct. La préparation Ça est clé. la préparation Oui. est clé. Heu, pour la voltige aérienne, je pourrais le comparer à l'équitation, par exemple, c'est le cadre noir de l'équitation. C'est-à-dire, c'est sans arrêt, travailler pour la perfection, pour le pour la précision. Mais en réalité, on en a besoin pour tout. En aviation, les pilotes travaillent comme ça. On est obligé de le faire. Donc on commence par réaliser que ça va pas marcher tout seul, que là, on a cru qu'on savait faire et qu'en fait on sait pas faire du tout. Faut revenir en arrière et commencer à préparer. Donc je dirais qu'il y a des phases dans le temps. Comment je vais m'entourer? Même je pense que pour des étudiants ça, de quoi j'ai besoin pour réussir? De qui? Il va me falloir une équipe. Bon, pour moi, c'était de toute façon, il me faut un avion. Comment je vais trouver un avion? Il va falloir que je trouve des sponsors. Il va falloir que j'ai quelqu'un qui m'aide. Il va falloir que j'ai un coach. Il va falloir que j'ai, un médecin qui soit capable de me dire: «Attention, c'est quand même, il faut être en bonne santé, il faut faire ci, il faut faire ça, faut». Heu j'ai besoin d'une énorme équipe pour construire d'un mécanicien. Chez nous, la confiance, heu, pilote-mécanicien, moi, je sais à peu près comment il marche l'avion, mais je suis pas capable d'aller voir dans les petits coins, c'est quelqu'un d'autre et donc le regard qu'on va échanger en disant: «L'avion, il est bon, je peux y aller», parce que je vais quand même beaucoup le remuer. Il est et lui, il est responsable, il a c'est tout ça, c'est très long et puis on va arriver dans les temps de la vraie préparation directe, la construction des programmes toujours avec un coach ou avec un entraîneur et puis, la préparation mentale, de vous en parliez, c'est quelque chose d'important. Alors la préparation mentale, il y a l'idée qu'on se fait de se préparer de loin comme ça et chez nous ça correspond à de la visualisation. C'est-à-dire on va préparer les programmes qu'on veut faire, il faut les savoir, entièrement, dans le détail. Donc on va les réviser au sol, il faut se retrouver dans l'espace parce que comme on va faire des choses qui sont très désorientantes et il faut savoir comment on va se retrouver, et tout ça enfin, je dirais que le mot qui correspond vraiment, c'est l'anticipation. En plus, quand on fait ça, nous, on n'est pas au sol, quand on prépare, on est, au 100 de sa forme. Par contre, quand vous êtes dans l'avion, avec les facteurs de charge, ce qu'on appelle les fameux G, plus, moins, tout ça, votre sang circule un peu bizarrement, le cerveau est pas très bien pas très bien oxygéné et c'est l'hydrogène, c'est le futur de l'aviation qui me est pas très bien oxygéné et donc vous prenez moins bien les décisions. C'est pour ça, Donc si la préparation, elle est la clé. préparation, elle est clé l'entraînement. parce que si vous vous êtes dit: «Si à tel moment je suis un peu trop bas, un peu trop haut, un peu trop juste en vitesse, ça je fais quoi? Je continue, je fais des figures moches jusqu'au bout ou bien je reprends un souffle en me disant: "Il vaut mieux perdre un"». Enfin, tout ça, il y a de l'analyse complète à faire, qu'on va faire à une vitesse folle parce qu'en fait, un championnat du monde, c'est effectivement 4 vols, 3 ou 4 vols de 7 minutes, de 6-7 minutes qui Ça va va très sur vite. 15 jours. Ça va extrêmement vite. Ça me fait penser quelquefois, on voit des gens préparer des descentes de ski quand il y a les slaloms. Ils sont en train et puis on va jouer à toute vitesse. Mais ils vont faire ça eux, ils vont le faire, 35 fois ou 20 fois, je sais pas exactement, mais dans la saison. Alors que nous, un championnat du monde, c'est 1 fois tous les 2 ans, c'est 4 vols tous les 2 ans. Si vous en loupez un, bon, bah, on reviendra dans 2 ans, hein. C'est pour ça qu'on est des vieux champions, parce que si on faisait de la natation, il y a bien longtemps qu'on n'en parlerait plus. Alors que, l'expérience et la maturité sont utiles chez nous. Et donc, ces sportifs, on doit supporter des jets, on doit avoir un organisme, une bonne oreille interne, on doit avoir un organisme mais c'est du bon sens. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez dormi, si vous êtes sportif de base, vous pouvez tout à fait faire ça. Vous vous entraînez, c'est tout et il y a rien qui remplace cet entraînement-là. C'est pas la peine que je cours, 20 kilomètres, ce que je ne fais pas. Tous les jours, je vais pas être bonne là-dedans. Je vais pas être, et presque tous les voltigeurs, les pilotes sont pas forcément des sportifs. Alors,
je me rassure des fois en disant, chez Dassault, je crois, ils ont fait une étude sur leurs pilotes d'essai, sur la façon parce qu'en Rafale, enfin dans ces ils prennent des jets, Oui, aussi, ouais. conséquents, hein, ils se sont rendus compte que finalement, les grands baraquets très, très musclés, très ça, souffraient presque un peu plus qu'un petit gabarit parce qu'on a une plus grosse masse de sang qui se déplace. Finalement, c'est pas forcément faut être en pleine forme, mais c'est pas forcément utile d'être très sportif et pas utile surtout pas d'être grand. On dit toujours: «Faut pas être grand», mais c'est plutôt un handicap d'être grand parce que vous avez d'autant plus de souffrance au jet et donc tout ça fait que vous êtes pas au top de la décision. Le nombre de fois où je me suis posée en me disant: «Mais comment j'ai fait pour me tromper là?» Je savais, oui, sauf qu'une fois que j'étais en haut, je m'en suis pas souvenu. Je m'en suis pas souvenu parce qu'on appelle ça, nous, on dit: «Bah, oui, 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 j'avais du clafoutis à la place du cerveau». Ouais, Voilà. compliqué. Mmh. Alors justement, comment est-ce qu'on se prépare en amont pour diminuer, la sensation de clafoutis une fois qu'on est en vol? Alors il y a le stress qu'il faut gérer et puis il y a être en forme physique, mais ça c'est basique, je dirais et ensuite ça va être Mais c'est basique, je vous coupe, mais c'est basique, mais pour autant, à chaque rentrée, on rappelle aux ah oui, étudiants que c'est important de voilà, de pas manger n'importe ouais, quoi, de dormir de dormir, le suffisamment, sommeil, ça que c'est pas en révisant au dernier moment ouais, et toute la nuit qu'on non, réussit, ça mais c'est plutôt en travaillant ouais, régulièrement et cetera. ouais. Finalement, c'est un petit peu les mêmes C'est conseils un petit que peu la même chose. On a un travail de dernier moment, mais qui pour nous va être, par exemple, 2 heures sur place avec les conditions du moment, parce qu'il y a des conditions, le vent, oui. la luminosité, la visibilité, toutes ces choses-là, l'heure, ça on va le retravailler. Je dirais que ça me prenait 2 heures, c'est-à-dire on fait avec le corps, on s'imagine. Mais je pense que quand on va passer un examen, c'est intéressant de s'imaginer comment on va se sentir, surtout pour un oral. Mmh. C'est comme de répéter quelque chose quand vous allez parler. Savoir un peu comment on va se sentir, s'entraîner à dire des choses tout fort. Ouais. Mais nous, avec le corps, je vais tourner. Je vais pas juste le mettre dans ma tête. Je vais le faire avec mes mains, avec mon corps. Je retourne la tête en bas, je regarde, donc je suis là. Donc à ce moment-là, si je suis au Bourget, la fusée de ce côté-là, l'aérogare de ce côté-là. S'ils sont de l'autre côté, c'est qu'il y a un petit souci. Je suis pas dans le bon sens et donc j'ai tout perdu. Enfin, en meeting, ça a plus tellement d'importance. Mais en compétition, ça va vraiment être la précision. Et chaque instant, on doit le faire. Moi, je me force à réviser du début à la fin. C'est-à-dire, bon, j'arrive, on doit faire 3 battements. Je veux commencer à 400 mètres, c'est-à-dire je vais descendre 400 mètres, on dit toujours 400 km/h, la visette maximum parce que je dois faire un truc qui monte. Et donc là, je dois sortir face au vent, je dois sortir. Il faudrait que j'ai 300 km/h et il faudrait qu'il me reste 500 mètres. Ou il faudrait que j'ai tout ça. Je surveille en fait 3 choses très simples. Il faut se donner des, des objectifs. Donc j'ai besoin d'altitude, d'une vitesse correcte parce que soit j'ai pas assez et ça ressemblera à rien ce que je fais, soit j'ai trop et je vais casser l'avion. Ouais. Donc, chez nous, la vitesse, elle est vitale Mmh. et ce qu'il y a dans l'aviation ou dans la voltige particulièrement, c'est que vous avez un risque. Donc, heu, il y a le risque, physique Mmh. de faire un truc qui puisse aller jusqu'à casser un avion ou faire un truc qui vous amène par terre. Mais au niveau où nous sommes, on a normalement, c'est à peu près écarté. Quand j'arrive, c'est pas du tout à ça que je pense. Je pense au risque de ne pas bien faire. Mmh. Donc on se retrouve plutôt dans l'idée de Dans l'examen. l'examen. Mmh. C'est-à-dire, je pense maintenant, c'est quand même idiot, j'ai bossé ça pendant 2 ans, si je suis pas fichu de le restituer là, maintenant. Donc le l'important, c'est aussi la même chose, c'est d'être bon maintenant. Ça va me servir à rien de l'avoir fait bien il y a 15 jours, ça va me servir à rien de le faire bien demain. Il faut que je fasse maintenant. Donc pour ça, il faut que j'arrive dans des conditions que je sois pas fatigué, que j'ai bien mangé, je vais pas avoir une fringale, je vais pas avoir un truc, tant pis dans ma poche, j'ai des barres de céréales ou j'ai quelque chose comme ça, ouais. Avant de manger, avant de monter, je vais toujours le faire. Mais pas longtemps à l'avance, parce que si c'est pas pour avoir une baisse de sucre. C'est-à-dire que moi, je mange un petit truc sur l'aile, une fois que je suis assise dedans. Ah oui, Parce que pour c'est se bon pour un truc comme ça, il tient une demi-heure, hein, pas plus. mmh. Donc c'est juste être sûr qu'il va rien me manquer en énergie. Mmh.
et que je peux tenir, le temps nécessaire. Et puis à partir de là, que j'ai absolument tout révisé, c'est clair et quand je révise, je me dis: «La numéro 1 c'est ça, la 2 c'est ça, la 3 c'est ça, je dois être là, je dois être sur le dos, je dois être sur ça, je dois ça». Et si au milieu, j'ai mettons 10 figures, si au milieu je me dis: «Ah mais où j'ai mis mes clés?» c'est perdu. On recommence, Ouais. pas foutu d'être concentré jusqu'au bout. C'est extrêmement dur. Ouais. Et ben, pour 10-12 figures, ça va prendre 2 heures pour le faire bien. Ça va prendre 2 heures pour le faire bien. Alors qu'en fait, le vol va durer 7 minutes. C'est-à-dire quand c'est bon, allez, je pars. Là, je suis pas tout à fait dedans. Il faut que je sois dedans. Donc, ça, c'est seul et c'est pas seul parce que vous avez aussi un coach, un entraîneur, quelquefois c'est juste Donc c'est de votre prof à l'IPSA? oui et c'est le prof, mais il regarde comment on prépare. Ouais. Et puis de temps en temps, il dit: «Mais pourquoi tu sors, si vite derrière ce petit bout alors qu'il faudrait faire une trajectoire?» Il la personne qui vous connaît bien et qui peut vous dire où sont vos qualités, où sont vos défauts. Donc on a tous, on en a et l'idée c'est d'appuyer sur les qualités et de pas trop, c'est pas la peine de focaliser trop sur les défauts, faut se dire: «Ça je le fais pas bien, mais je vais augmenter tout ce que je fais très bien». En fait, il faut renforcer sa confiance Faut en ren soi voilà, en s'appuyant ouais, sur ses ouais. qualités intrinsèques. Et bah, on a tous, moi, Mmh. dans un programme, c'est un peu comme au patinage, hein, vous avez un programme connu que tout le monde a fait, que vous répétez depuis 1 an, ou 2, puisqu'on parle Mmh. enfin, on l'a 1 an à l'avance. Vous avez un programme libre, semi-libre, parce que dedans, vous devez le construire, il doit faire un certain nombre de il y a des figures, des familles de figures, les vrilles, les ceci, les cela. Et puis, vous avez un inconnu, c'est-à-dire que chaque pays est arrivé avec une figure bien pourrie qu'il a préparée lui tout seul dans son coin, qu'il sait faire, mais chacun l'a fait et on va faire un programme avec tout ça, il faut aller le faire. Et là, ben, il faut vraiment le préparer, au maximum et là, on a besoin du conseil. Mmh. On a tout le temps besoin du conseil. Et en fait, nous nous entraînons avec quelqu'un qui nous parle à l'entraînement. Donc, on est habitué. Moi, on peut me déranger quand je vole, pour me dire: «Ça, c'est bon, c'est pas bon». Puis de temps en temps, il nous dit: «Je coupe la télécommande». Je coupe la télécommande, ça veut dire: «Je ne parle pas, puis je vois si vraiment, tu restitues, correctement». Ça Tu arrives doit toute seule. correspondre à des Ouais. examens blancs Mmh. peut-être? Ouais, voilà. Je sais pas. Tu te débrouilles. D'accord, c'est la différence entre une colle, Ah oui. un TD à la maison et un devoir sur table. Je sais plus. Voilà, alors parfois, on a des problèmes, personnels, c'est bien Ouais, normal, hein. ouais. On n'a pas si bien dormi que ça parce qu'en fait, on est préoccupé, Mmh. par des choses extérieures à nous-mêmes, à la Mmh. préparation qu'on a pu faire. On le voit en examen aussi. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas embarquer ces problèmes en l'air? Alors ça, c'est aussi de la préparation, mentale. Faut en être conscient. Heu, je pense que c'est pas facile, hein, mais, pour nous, ça va être tellement intense ce qu'on va faire que même si on est gêné au départ, une fois qu'on y est, je La crois qu'on oublie. concentration, elle est ouais. Je crois qu'on est forcé d'oublier tout, sauf si on était malade. Mmh. Voilà, si on est vraiment malade et pas mais sinon, je pense qu'on a tous en nous, même complètement crevé. Ça m'est arrivé. J'avais même été malade. Heu, même complètement crevé, on va trouver, pour le moment où il y a besoin, je crois qu'on a tous en nous cette réserve d'énergie. Même si ça va pas au fond. Eh bien, si on a c'est tout le problème d'avoir anticipé. Si on réserve tout le si moi je m'entraîne que les 2 derniers jours, 10 fois, non. Au contraire, nous on diminue l'entraînement les derniers jours pour plutôt se reposer. Mmh. Plutôt se reposer, pour reprendre le au dernier moment. Mais souvent, quand on peut, on a par exemple un stage de 10 jours avant un championnat du monde, eh bien le 10e jour, on va pas voler. On va pas voler. On va voler tous ces autres jours et on ne volera que si pendant ces fameux 10 jours, il a fait mauvais 3 jours, vous avez été coincé au sol, vous avez eu un ennui personnel qui vous a empêché de bosser, vous allez tant pis être obligé de bosser jusqu'au bout parce qu'il manque des trucs que vous n'avez pas. Sinon, il y a un moment, je crois qu'on a tous l'impression qu'on n'est pas prêt. Je suis jamais parti me disant, heu: Là, je le sens. «Là, je le sens». Le dernier presque, mais la plupart du temps, c'est la catastrophe, ça pa
nous, c'est difficile parce que les figures, il y a aussi le vent et certaines passent très bien et on se dit: «Mais pourquoi elle est très bien passée là et pourquoi là, je sais pas, ça marche pas très bien? Qu'est-ce que j'ai changé? Une position?» Donc plus j'ai anticipé, plus j'ai bossé très longtemps à l'avance, moyennement à l'avance et à l'avance de toute façon, plus tous ces petits défauts, ils s'estompent parce qu'ils sont il y en a de moins en moins. Donc il en reste et j'aurai toujours l'impression qu'il en reste. Il y aura toujours des creux quelque part. Mais en fait, plus j'ai fait longtemps à l'avance, plus j'arrive avec, les défauts, ils vont être de plus en plus minimes. Oui. Donc quand ils sont minimes, ben, même s'il y a un truc qui se passe pas très bien, il peut peut-être passer, ça peut quand même permettre de gagner quand même. Bon, alors le message pour les étudiants, c'est que dans l'aéro, pour les devoirs, hein, on n'y va pas au talent. Non, On y va hem, on y va parce qu'on est prêt. on y va parce qu'on Ouais, est prêt. on a Alors anticipé. ça, j'en suis totalement convaincu. Il faut, c'est connu, hein, mais enfin, c'est le boulot qui fait à peu près on peut tous y arriver. C'est vrai qu'on n'a pas tous besoin, peut-être, de la même quantité de boulot. Il y en a C'est vrai, il y oui, a une petite il y a injustice une quand petite même. injustice. Mmh. On est plus ou moins à l'aise en l'air, on est plus ou moins chez nous aussi, il y a une petite injustice. Vous vous souvenez plus ou moins bien, vous êtes plus mais après, chaque défaut, on peut le compenser en favorisant ce pourquoi on est bon, en mettant l'accent sur ce pourquoi on est bon. Et puis si on sait que, eh ben, ça marche pas, ben, on va en faire un peu plus. Voilà, on va travailler un peu plus pour au dernier moment, surtout être assez, et je n'ai pas, je crois, commencé un championnat du monde, au moment où il faut rouler, heu, et avant de partir, en se disant: «Je sais plus». Au moment où je m'installe dedans, en disant et on a un petit programme devant. Je vais le mettre, j'ai un petit pense-bête. Mais le pense-bête, tu peux pas le lire Mais non. à 400 km/h, 0 et en regardant dehors comment ça marche. En fait, je peux pas le lire. Je peux le voir un instant, mais est-ce que si ça se trouve, je tombe pas sur la bonne ligne. Donc, le nombre de fois où en ayant fini, ça passe à une vitesse folle. Quand on est en train de rester dans un cadre, tout ça se passe dans un cadre. On va très vite, on fait des figures qui tournent beaucoup. Et une fois que c'était fait, de me dire ça marche, ça marche, ça marche, et à me dire c'était presque trop facile. Est-ce que j'ai bien tout fait? Est-ce que j'ai bien tout fait? Ça m'est arrivé de me dire est-ce que j'ai bien tout fait? Puis ça m'est arrivé aussi d'oublier quelque chose, mais rarement. Mais il y a vraiment chez nous, alors c'est un gros boulot. C'est l'entraînement en fait. C'est l'entraînement. C'est C'est l'entraînement. l'entraînement et l'équipe, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire les gens qui vous disent, moi, on m'a dit, en meeting, une fois, «J'ai trouvé que tu avais volé trop bas». Et c'était quelqu'un qui était très bon et généralement, on n'ose pas se faire de réflexion, Mmh. entre nous et c'est du meeting. En compétition, c'est tellement normé qu'on peut pas. Oui. C'est une grosse pénalité si on descend. Mais en meeting, non, on attend, on fait ce qu'on veut, on fait plaisir aux gens. D'ailleurs, il faut pas voler, très haut parce que c'est Mmh. c'est pour que ce soit joli, il faut le faire devant eux et je me souviens, c'est un type qui a été champion du monde, il m'a dit: il m'a dit: «Je t'ai trouvé trop bas» et j'en ai toujours tenu compte et je l'ai jamais oublié et Mmh. j'ai remonté d'un cran et je suis vivante et Oui. peut-être qu'il y serait plus s'il n'était pas venu là me dire ça. Justement, est-ce que vous avez pris des risques, consciemment, Non, jamais, jamais, jamais parce que j'ai la chance d'être une nature plutôt peureuse, ce qui m'a évité j'en ai pris, oui, quand je vous ai raconté que j'avais 15 ans. Oui, En fait, heu, parce que vous étiez inconsciente finalement? oui, Ouais, vous j'avais aviez pas l'impression que je les savais faire déjà, ouais. j'ai l'impression que je savais faire. Mmh. Alors j'ai fait un truc, invraisemblable et j'avais juste le droit quand on fait ça, j'étais pas brevetée, j'avais rien. On avait juste le droit de faire un petit tour de piste, c'est-à-dire on décolle, on fait le tour et encore quand l'instructeur est là, il vous donne une autorisation. Mais il regarde pas forcément ce que vous faites, ce que j'avais repéré. Donc peut-être quelques heures après, mais j'avais pas plus de 10 heures de vol, ça se passait à Rouen. Moi, j'étais en classe, j'étais au lycée à Elbeuf, donc il fallait, en plus je suis pas bonne en et j'ai décidé que j'allais frimer, que j'allais aller passer sur le lycée. J'avais prévenu, les copains, les copines, j'ai dit: «Je vous préviens, je passe en avion». «Oh non, on avait un truc que j'ai rendu blanc, évidemment, je suis vite partie et j'ai pris l'avion et j'avais le droit de faire 2 tours de piste théoriquement et en fait, je suis partie.
j'ai retrouvé la Seine, j'ai remonté, j'ai pris le rond-point, j'ai remonté, j'ai tourné au-dessus du lycée, j'ai repris la Seine dans l'autre sens. Je me posais en me disant: «Ils auront rien vu, ils peuvent pas avoir vu, ils ont pas eu le temps». Donc Pas de plan de vol, rien. non, mais en fait, ce que j'avais complètement oublié évidemment, j'ai fait un tabac, hein, mais ce que j'avais oublié, c'est que j'ai fait un tabac aussi, à la gendarmerie qui était de l'autre côté de la rue et qui a dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un avion très bas en pleine ville, qu'est-ce que c'est que ce bazar?» Donc ils ont téléphoné à l'aérodrome en disant: «Il y a un avion qui tourne, très bas en pleine ville, au-dessus du d'un lycée, qui est-ce, quoi? Est-ce que vous êtes?» Voilà l'immatriculation, forcément, il y avait qu'à la lire. Qui est-ce? Ah bah, ils ont dit: «Ah mais oui, non, mais on voit, oui. Ah, d'accord». Et donc les gendarmes sont venus et m'attendaient. J'avais eu un comité d'accueil très, très peu sympathique, mais il y avait tout un cirque, pas Vous étiez une possible, star au lycée. alors au lycée, ça avait beaucoup plu, mais beaucoup moins à l'aérodrome À la et à la gendarmerie. gendarmerie. Et donc il y a eu tout un ça a bardé, bien sûr, je m'en suis mais ils voulaient me faire sauter ma licence, sauf que je n'en avais pas. C'est ce Ah! qui m'a sauvée, j'avais pas de licence, quoi. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Et en fait, ils ont choisi, ce qui est pas bête parce que j'aurais peut-être pas continué, ils ont choisi le sermon à moi, ils n'ont pas prévenu ma famille. Ah! Ils ont rien dit et ça a pas débordé, j'ai raconté ça, il y a peut-être 4-5 ans que je raconte ça. J'ai occulté ce truc-là parce que du coup, là, j'ai réalisé que j'avais fait un truc de dingue, quoi. Parce qu'en réalité, on dit toujours: «Les avions, ils se tuent en allant dire bonjour», Mmh. hein, et je savais très peu piloter. Je enfin bon, je pense que ce jour-là, c'était pas très fin et donc derrière, j'ai été au contraire toujours un peu en retrait, toujours en dessous de mes capacités, toujours et il y a que comme ça que ça marche, hein. Vous Bon, êtes quand même c'était quand conscient. même une très grosse bêtise. Mais c'était aussi de la faute de l'instructeur qui avait pas à m'envoyer à cet âge-là, enfin ça c'est pas Ouais, c'est tout non, il a pas pu seul, comme imaginer que ça. j'aurais une idée pareille, mais voilà. Mmh. Bon. En tout À ne cas, pas suivre, à ne pas suivre. à ne pas suivre, voilà. Exemple à ne pas suivre. Oui, bien sûr, surtout aujourd'hui. Station crew, mission control, we're ready for your midday systems update when you are. Copy mission control. Go ahead. J'aimerais bien que vous nous racontiez, comment vous avez, gagné votre 2e, championnat du monde. Est-ce Ouais. que, il y a quand même un petit temps qui s'est déroulé entre les Ah oui, entre les 2? un grand temps. Voilà, et qu'entre-temps, alors vous n'avez pas rien fait entre les 2. Non, À chaque non. fois, vous avez réessayé. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez, En fait, c'est, quand je vous disais qu'on prépare, on arrive à se donner tant de mal et quand on veut être bon au bon moment, on arrive à se donner tant de mal parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie de le faire. Et en fait, le 1er championnat du monde, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu. Alors, vous montez un long escalier initiatique, vous montez une marche, vous en redescendez 2, le lendemain vous en remontez 2, vous en redescendez 1, puis petit à petit comme ça, on arrive en haut. Et donc, une fois que j'ai eu gagné, j'étais vraiment contente, mais sur le coup, ma première idée, ça a été: «J'arrête, quoi». Et puis le sponsor à l'époque, venait de m'offrir un moteur, enfin j'avais des moyens grâce à lui et lui, il avait envie de capitaliser sur l'image et que j'y aille. Donc il m'a dit: «Bah oui, mais tu es gentil, mais faudrait y aller». Donc j'y suis allée, j'aimais toujours voler, mais j'y suis allée pas du tout avec la même motivation, j'y suis allée un peu parce qu'il fallait que je fasse plaisir au sponsor. J'avais déjà tout mis en place pour perdre, parce qu'il y avait un manque de motivation et il y a un autre phénomène qui joue chez nous, c'est-à-dire quand je suis rentrée, j'étais championne du monde quand même pour mon entourage, même pour Mmh. mon équipe, même pour mon entraîneur. Lui, bon, il a la bonne image de ce qu'on est. Moi, je sais bien que j'ai jamais fait un vol parfait et lui aussi. Mais pour les autres quand même, ils se sont battus aussi. Paf, tu es celui qui a gagné. Il y a une espèce d'aura et finalement, je pense que j'ai sûrement pas pris de melon, mais le titre, on s'appuie un peu dessus. C'est-à-dire, j'ai déjà réussi ça, donc en appliquant la même chose, je dois pouvoir le refaire sans difficulté. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'on a moins osé me dire: «Ah bah, dis donc, ton truc est plutôt nul là» et un petit peu moins. Et donc, je me suis entraînée un peu plus mollement. J'avais moins envie. On me disait un peu moins que c'était pas bien parce que j'étais quand même la seule qui avait un titre. Donc, quelque part, c'était moi la tête, mais eh bien, j'ai pas réussi et il a fallu que je m'y remette et que je trouve quelqu'un, que je change d'entraîneur et que je trouve quelqu'un
qui me ménageait pas, qui était, d'ailleurs à qui je prêtais mon avion et qui lui n'avait aucun état d'âme à me bousculer et à me dire: «Bon ben» et quand je voulais pas faire, il me disait: «Mais on s'en fout, tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais ça c'est moche quoi. Bon alors maintenant tu le refais? Bon d'accord, oui». Hem et il m'a dit il volait très, très bien. Oui, on était dans les très bien et il volait sur mon avion, on peut pas être plus de 2 parce que et il m'a donné une image il m'a dit: «Bon bah maintenant, si tu veux gagner», il m'a dit: «Imagine-toi, je suis dans ta roue, tu m'empêches de passer. Empêche-moi de passer. Vole toujours mieux que moi». Et il m'aidait comme ça. Moi, je l'aidais et il l'aidait et je me voyais l'empêcher de passer et de me dire: «Non». Et effectivement, championnat du monde et il y a sur 80 pilotes à peu près, il était à 2, il y en avait qu'un entre nous 2. Donc on volait pareil à force de voler. Mais, j'avais ça et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je repasse à la base parce que déjà les avions avaient quand même changé. Enfin, ils ont changé, c'est-à-dire que le premier championnat que j'ai gagné sur un c'est à peu près la même allure, c'est à peu près les mêmes puissances. Parce que comme on vole dans un espace réduit, ça servirait à rien d'avoir 600 chevaux. Je peux pas Non, tenir dedans. non. Donc on est dans des 350, 300 chevaux gonflés, voilà. Alors ça, on avait déjà pratiquement ça. Mais par contre, on est passé du bois au carbone, c'est-à-dire, quelque chose de beaucoup plus, heu, qui répond mieux, qui tourne plus vite, donc il a fallu, que je m'adapte à ça. Ça s'est très bien passé, mais c'était un boulot, mais tout était à refaire, c'est tout. On ne gagne pas, je le dis quelquefois en entreprise, ouais, on gagne quand on a gagné une fois, ça veut pas dire qu'on va gagner 2 fois. Ça veut dire que faut tout reprendre à zéro et je n'ai regagné que quand j'avais repris le profil de la meilleure élève. C'est-à-dire que bon, bah, humilité totale, complète. Bon, alors maintenant je refais des trucs comme ça. Ça, c'est pas bien. Au début, on pourrait presque dire: «Comment, c'est pas bien ce que je fais». Ben oui, non, c'est pas bien. Et quelqu'un qui vous juge sans la critique chez nous, elle est positive. On en a besoin. La critique, si on me dit que Ça, ce c'est que je un fais excellent conseil ah ouais, pour nos auditeurs ah les ouais, plus jeunes, c'est accepter la il critique. faut absolument la Ouais, critique. Si on n'a pas de critique, c'est pas ouais, compliqué, ouais, on va croire qu'on fait bien. ouais. On va penser que c'est pas mal ce qu'on fait. Et attendez, qui a envie de faire pas mal? On veut faire ouais, c'est pas intéressant de faire pas mal. Non, Être au milieu faut du se classement, dépasser. faut se Voilà. dépasser, Mmh, faut se dépasser, faut réussir et en fait, c'est dur d'arracher un mmh. titre, c'est dur d'arracher un examen, c'est dur. Donc heu et c'était à partir du moment où je suis repartie à zéro. Faut faire ci, faut faire ça. D'accord, bah, on reprend les bases. Ouais. J'avais quelquefois l'impression de reprendre les bases complètes. Comment? Un looping. On fait plus des loopings chez nous, c'est trop simple, enfin, je veux dire. Mais il était pas rond. Ah, c'est pas vrai. Donc voilà. Hem et nous, ça m'arrive pas, sauf en début de saison. Par exemple, pour la résistance physique, on va faire 3, 4, 5 vols pour reprendre la résistance au jet Mmh. quand on s'est arrêté l'hiver. Mais par contre, c'est pas intéressant de voler sans quelqu'un qui regarde. Si on veut s'entraîner, si je veux faire un vol pour moi, pour le plaisir, je vais le faire, j'ai besoin de personne qui regarde. Si je Mmh. fais un baptême, si j'emmène quelqu'un, je vais évidemment mais sinon, je vais toujours m'arranger pour qu'il y ait quelqu'un par terre avec une radio pour me dire si ce que je fais est correct. Mmh. Même si je m'entraîne pour un meeting aérien. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que c'est joli vu de l'extérieur? Est-ce que ça se tient? Est-ce que et en fait, mon jugement à moi, c'est pas le même. Je sais à peu près si c'est bien ou pas bien, mais je sais pas le dernier détail, il se voit de l'extérieur. Ouais. Et on dit quelquefois c'est un sport de tricheur parce que l'idée, c'est de mettre tout en forme pour gagner, Mmh. pas pour, pas pour, gagner de l'intérieur, pas pour que moi je suis content, pour faire ce que les juges attendent de moi Bah oui. Mmh. et pas ce que moi je trouve bien. Oui. Bon, c'est pareil pour les examens, hein. En tout cas, c'est un excellent conseil, d'accepter la critique. On ne peut pas, progresser et on ne Mmh. peut pas aller toucher ses limites d'excellence, finalement, se dépasser si, on n'accepte pas, la critique. Ouais, bah, oui, le mot clé, c'est l'humilité, Ouais, mais mais je crois que c'est c'est vraiment indispensable. voilà, c'est indispensable et je crois que c'est aujourd'hui, à l'école, en entreprise, je pense que c'est vraiment notre point faible Ah oui, aujourd'hui, c'est mais d'accepter la critique. même chez des étudiants? Je pense que c'est général aujourd'hui. On Oui, a plus de mal plus de mal à qu'il accepter la y critique. a il y a 20 ans d'accepter, la critique, parce qu'on s'est un petit peu américanisé en fait, Oui, dans ouais, le c'est que voilà, pas dans le bon sens du pas dans le bon terme. sens du terme. Il faut en permanence être,
positif et Ouais, c'est ouais. très bien, on en a besoin de renforcement Oui. mais il y a un moment, il faut regarder aussi en face, là où on n'a pas fait comme on aurait pu faire pour se dépasser. Oui. Voilà. Et en fait, il y a qu'en se en étant modeste, mais réellement, pas se forcer à être modeste, on n'a pas besoin d'être modeste, mais c'est de se dire: «Qu'est-ce que je sais vraiment, quoi? Ou quel est mon réel niveau? Comment je Mmh. peux faire?» parce que sinon, on n'a aucune chance d'y arriver. Mais nous, on s'aperçoit que c'est tellement flagrant, je crois que c'est dans pas mal de gens, mais on dit toujours: «C'est les gens les plus forts qui sont les plus simples et les plus» parce que c'est ceux-là qui savent qu'ils en savent le moins. En fait, quelque part, c'est ceux qui Oui, les plus forts, c'est ceux qui sans arrêt sont en train de bosser, oui et qui doutent qui doutent de qui façon doutent ouais, de façon, j'allais dire, constructive. constructive. Mmh. Bah, c'est ce que je toujours l'impression: «Est-ce que je le fais assez bien?» Alors, moi, j'ai un tempérament perfectionniste. J'aime bien ça m'ennuie pas du tout de retravailler toujours la même chose. Heu, D'ailleurs, c'est très frappant, je sais pas pourquoi j'y pense, mais nous, on retravaille beaucoup les figures, parce que, en plus, elles peuvent être, une toute petite chose peut la faire changer d'allure. Mais quand on lit, on a l'impression qu'on sait quelque chose, et puis après on s'aperçoit s'il faut le redire qu'on ne le sait pas du tout. Donc ça, par exemple, c'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps parce que, un peu plus souvent maintenant je suis obligée de parler en public et pas quelque chose qui m'était naturel et que j'aimais faire et je faisais préparer un petit truc, je lisais, si j'avais pas la note, je savais pas. Alors que maintenant, je sais qu'il faut que je lise, mais 20 fois. Et une fois que j'ai lu 20 fois, je sais et là je peux mettre le papier dans ma poche. Mais si je le fais pas, je vais en oublier à moitié, je vais adapter. Mais en réalité, c'est fou ce qu'on croit qu'on sait et qu'on ne sait pas. En fait, on a compris très bien, mais on le sait pas quand même. Mais en fait, on l'apprend vraiment, c'est le jour où on l'enseigne. Bah, alors je pense qu'il y a que ça. Ouais. Alors, ça c'est amusant ce que vous dites parce que j'avais pas, vraiment verbalisé, mais, là moi je l'ai compris parce que j'ai commencé à faire des stages à d'autres pilotes un peu après. Mmh. J'ai fait de l'entraînement. Et je me suis rendu compte, il y a un moment, j'avais des Allemands et on a des figures qui sont très compliquées. Par exemple, il fallait faire un tonneau en virage. Les tonneaux en virage, c'est vous mélangez toutes les figures, hein, un peu de pied, un peu de vous faites tourner votre avion sur l'horizon et en 4 tonneaux, vous faites un 360. Bon, c'est un peu co départ d'eau, c'est encore pire parce qu'il faut pas que le nez tombe enfin, c'est compliqué et il me dit: «Comment je fais ça?» et je me revois me dire: «Mais j'en sais rien». J'en sais rien parce que quand je suis là, moi je le fais d'instinct. Je fais énormément j'en sais rien donc j'ai dit je me revois dire je vais dire: «Non mais là tu es pas tout à fait prêt, on verra ça demain, on va d'abord faire ça, ça, ça aujourd'hui» et le soir j'étais dans ma chambre, on me dit: «Mais comment je fais?» Alors je pars avec le pied, je pars avec ceci. Je ne savais pas parce que je le faisais d'instinct. Ah oui Je ne savais pas. et l'enseigner, ça permet de Ah bah, et après maintenant je sais. voilà alors, est-ce que, comment est-ce qu'on fait? On en a parlé un petit peu, mais, comment est-ce qu'on fait pour évacuer le stress? Parce que c'est quelque chose qui est un vrai frein qui nous empêche parfois d'oser, Ouais. qui nous empêche, d'expérimenter. On le voit en classe, Mmh. pour reprendre le parallèle, mais avec des étudiants qui savent, hein, qui ont des bonnes idées, mais qui osent pas lever la main pour dire, Alors, voilà, est-ce que et en entreprise, on le voit aussi avec ouais. des ingénieurs et ça, c'est très vrai pour les ingénieurs, c'est que très souvent, ils n'osent pas dire: «Je suis pas tout à fait d'accord avec cette décision-là parce qu'en fait, techniquement, ça va entraîner ça» et on le voit dans tous les accidents, aériens, très souvent, On n'a pas parlé dans le en fait, il y a des ingénieurs qui, à la base, s'ils oui. avaient osé aussi, auraient pu, s'ils avaient osé, auraient pu, éviter un accident. Alors comment est-ce que, justement, on lutte contre le stress et qu'on Alors ça, je suis un bon, élément parce que je suis extrêmement stressée et en compétition notamment. Je ça a été un vrai handicap pour moi et en même temps, je me suis rendu compte que alors pour moi le stress, heu, on ne le gère vraiment, que par la compétence. C'est-à-dire que quand même, plus je vais être à l'aise, plus je vais savoir faire, plus je vais pouvoir aborder à peu près sereinement. Il va y avoir le stress de dernier moment. Alors, chacun peut avoir le stress de dernier moment, quand je dis qu'il est géré par la compétence, c'était très clair pour moi
très stressée avant de monter dans l'avion, très stressée quand je m'attache dedans. Une fois que le moteur tourne et que tout est en l'ordre, je me dis: «Mais au fond, quand même, je sais le faire», et au moment où je roule, de me dire: «Mais je sais plus rien», et puis tout se remet en place. Donc ce stress-là, heu, il est vraiment pas facile, mais c'est un peu la même chose que pour être bon, être en forme physique, en forme, et puis après, oser en se disant, mais se dire quand même: «Je sais». Je pense qu'un ingénieur, est-ce qu'il a un doute quand il veut pas le dire? Le doute est utile, mais il y a des tempéraments. Moi, j'ai lutté. Vraiment, la seule chose qui m'a aidée vraiment, c'était d'être très, très prêtre, très, très prête, et par contre aussi, et peut-être c'est valable aussi je sais pas si c'est valable dans des examens, mais moi, j'ai lutté contre le stress, par exemple, on avait décidé de faire de la sophrologie. Alors il y a des j'applique beaucoup les méthodes de respiration. La cohérence cardiaque, la respiration, ça c'est utile. Mais au-delà de ça, j'avais renoncé à ce qui était, sophrologie, on en a fait un peu, et après je me suis rendu compte que si je faisais de la sophrologie, je souffrais moins, j'étais moins malheureuse. Parce qu'en fait le stress me rendait malheureuse, mais une fois que j'étais dans l'avion, soit je faisais pire parce que, j'allais louper quelque chose, peut-être que c'est dû au stress, j'en sais rien, mais je faisais un peu mieux. C'est-à-dire que si je j'essaie de diminuer complètement mon stress, je vais voler comme à l'entraînement. Si je garde une dose de stress, je vais avoir le petit plus qui va faire que je vais gagner, et donc le stress, c'est aussi la vie. Si on n'avait pas du tout de stress, on dormirait. Donc Ouais. il faut en garder une part, essayer de la dominer par la compétence, par, l'équipe. Alors ça, les gens qui sont autour de vous, qui vous rassurent, qui vous disent, «Ça ira». Quelqu'un qui se penche, quand vous allez, quelqu'un qui vous dit: «T'inquiète pas, avec le niveau que tu vas y arriver». C'est de toutes ces on a b l'en Je dirais que on a toujours besoin de son équipe ou de son équipage, mais là, pour le stress, quelqu'un qui est pas loin, qui va pas vous déranger, mais qui est pas loin, qui a confiance en vous, j'avais toujours quelqu'un comme ça, moi, pas trop loin. Si tout J'avais oublié quelque chose au dernier moment: «Ah, aïe, j'ai oublié mes gants, j'ai oublié ci, je», et puis on a toujours l'impression que rien ne va. Et puis une fois qu'on y est, je pense que là, on a besoin soit d'un mentor, soit d'un quelqu'un qu'on connaît bien qui va vous rassurer, qui peut être un peu disponible pour vous au moment où il y en a besoin, et puis surtout, plus vous savez faire, c'est quand même la compétence qui va vous rassurer, Ouais. L'entraînement, en fait, et l'entraînement pour nous. c'est le Parce clé que de voûte pour lutter contre le ouais. mauvais stress. Mmh, mmh, mmh. Il faut garder une part de Faut que stress, enfin, ouais. c il est utile. Il est celui qui vous donne aussi, les idées, plus vite, c'est la vie, le stress. Ouais. Bah oui, il faut l'accepter. Faut l'accepter. C'est très gênant, mais c'est très utile. Alors justement, une fois que tout est terminé, on a gagné, on n'a pas gagné, finalement, il y a aussi l'importance du débriefing, Ouais. si pour se rendre compte, des marges de progrès, mais aussi de partout où on a été bon, Mmh. et ça permet aussi de gagner en confiance en soi. Oui, oui. Alors, toujours pareil, accepter la critique, parce que quand on fait un débriefing, généralement, tout n'est Pour pas dire, parfait, hein. «Tu C'est pas parfait». c'est rarement pour entendre tout était parfait. Mais nous, alors, on l'utilise au quotidien. Vous avez peut-être vu quelquefois des reportages sur la patrouille de France, tout ça, combien tout le monde va débriefer. Nous le faisons, encore plus maintenant que je vole à plusieurs avions aussi. On débriefe chaque petite chose, en disant: «Première chose, est-ce qu'on a été dangereux? Non. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de travers? Ça, j'ai très bien vu que c'était pas bon, ça, j'ai très bien vu que». OK, chacun dit ce qu'il a vu, ce que les autres ont ressenti, ou si on est tout seul, on va faire, à chaque vol, il faut regarder. Nous, on avait la chance, en équipe de France, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui nous filme. Donc je peux revoir tout le vol, et j'entends la critique et je peux tout revoir, et je me dis: «Ah oui, mais ça, je me rendais pas compte que je le refais tout le temps, ce truc». Il faut, c'est très, 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 très utile, largement autant que le briefing. Le briefing, c'est état des lieux, où on en est, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tac, tac, on va faire tout ça, OK. Débriefing, qu'est-ce qu'on a réussi? Ah là, ça c'est bien, ça je le fais bien, c'est très utile. Pas à peine que je me rende malade avec ce truc-là, je continue comme ça. Le débriefing, en général, il va vous dire: «Bon, ça,
perfectible, hein, quand même. Ça, niet, on fait plus. C'est mauvais. On a fait, ça s'est bien passé, mais on refera pas. C'est un truc qui fonctionne pas, qui est même pas très joli à voir de l'extérieur. On oublie. C'est absolument nécessaire. Et quand on en parle sur un plan plus général, si j'ai perdu après mon premier championnat du monde, c'est que j'avais déjà mis quasi 10 ans à gagner. J'ai remis 10 ans à gagner une seconde fois. Il y a un gros souffle. On se dit, ouf, c'est la délivrance. J'ai réussi ce que j'ai. On débriefe pas. Vous rentrez, personne vous dit qu'est-ce que tu as fait mal. Ouais. Non, je dis, oh bah bravo, t'as du bol. Oui, c'est vrai. Et, Oui, bah oui. oui. Mais donc j'ai pas débriefé ma saison, j'ai pas débriefé, et qu'après je dis il faut retourner. J'avais oublié. Je me suis pas débriefé moi-même sur l'ensemble, pas seulement du vol, de comment je me sentais, est-ce que j'allais arrêter, est-ce que enfin toutes ces choses est-ce que je voulais continuer, comme ça, est-ce que j'avais besoin, qu'est-ce que je pouvais faire pour me réaméliorer? J'y pensais plus, je venais de gagner. Mmh. Bon, et pas parce qu'on a réussi un examen qu'on va refaire le 2e. Ah oui, bah voilà, toujours s'entraîner Toujours s'entraîner. et comprendre ses erreurs. Ouais. Enfin voilà, vous avez été championne de France, championne du monde de voltige et là, finalement vous complexifiez les choses, vous rapprochez un peu de la Alors patrouille de France et vous allez, enfin, exagérons pas, s'ils m'entendaient, ils riraient. Oh bah, quand On même. leur dit toujours, hein, la patrouille de France, vous n'avez qu'à bien vous tenir, hein, pour quand nous on passe. Enfin bon, on est 4 ou 5. En fait, il y a eu une nouvelle championne du monde en titre. Moi, j'ai arrêté en 2000, donc il y a longtemps. Et elle a gagné en 2013, je pense. Et elle a gagné 3 fois de suite, elle. Et elle m'a dit, moi j'ai envie de faire du midi. Elle me dit, et viens donc avec moi. Et on s'entend très très bien. Donc on faisait des spectacles à 2. Et puis il y a un autre qui a été champion en même temps que moi, homme-femme, en 2000, Éric Vazeille, qui m'a dit, nous on fait un truc à 2 aussi, 2 hommes, avec un qui est le seul qui n'a pas été champion du monde quand même, qui a fait pas mal de compétitions de voltige et qui a été 6 ans à la patrouille de France, qui lui a la Oui. connaissance. Et c'est là que c'est intéressant de voir ce que c'est que la modestie, l'écoute aux autres. C'est le seul qui est pas champion du monde, mais c'est lui le chef, parce que c'est lui qui sait comment on doit voler ensemble. Et on s'amuse quelquefois en disant on est la patrouille la plus titrée, mais j'avais des bouts de vidéo où on voit combien on l'écoute bouche bée, parce qu'on est habitué en plus quand même, nous, à écouter vraiment et à prendre la substantifique moelle de ce qu'on nous dit tout le temps. Moi, j'ai tout le temps envie de conseils. Non seulement la critique ne m'ennuie pas, mais pour moi, j'adore ça. Parce que, dire, ah oui, tiens, je peux encore améliorer là, je peux encore faire ci, je peux encore faire ça. Et c'est lui qui y mène. Et donc, on a appris, alors là, le débriefing, plus que jamais, c'est important. On fait des choses très simples parce qu'on n'a pas un entraînement fou tous les jours. Autant la patrouille de France, ils volent 3 fois par jour. Eux, ils sont tous les 3 pilotes de ligne, commandants de bord maintenant. Donc, nous, c'est pour s'amuser qu'on fait ça. Donc, on fait des choses simples, de la poursuite, des trucs, mais avec quand même le sérieux qui est nécessaire pour ce genre d'activité, parce qu'on met un avion à l'air, on prend un certain nombre de risques, on en met 2 ou 3 ou 4, on multiplie pas par 2, 3, 4, mais par bien plus. Donc il faut effectivement suivre, mais l'humilité, l'écoute, le fait de toujours avoir envie des conseils, on le voit, on a sans arrêt besoin. Ça pourrait même pas fonctionner, quoi. Si on fait ça seul, si on n'écoute pas les conseils, on peut juste rester médiocre. Mais si à plusieurs on n'écoute pas les conseils, on va faire des dégâts. Ouais. Donc c'est là qu'on voit que l'humilité, elle a toute sa place pour réussir. Et il y a que comme ça qu'on arrive à faire quelque chose à peu Comment on près. bâtit la confiance justement? Parce que c'est pas si évident Alors, que ça non. de faire confiance à d'autres. Justement, voilà, vous avez conscience qu'il faut de l'humilité pour Ouais. pouvoir voler, mais est-ce que finalement comment être sûr de la prise de conscience des autres pilotes et comment est-ce que Ouais. la confiance se bâtit en Alors, fait? la confiance, elle se décrète pas. Ah bah non. Donc, on a confiance parce qu'on se connaît depuis toujours. Là, on s'est chacun vu, chacun sait ce que les autres savent faire. Donc déjà, il y a ça à la base. Chacun ne sait pas forcément ce qu'il sait faire en groupe. Donc ça, on l'apprend ensemble. Et on a le leader qui lui, détermine tout le temps s'il voit quelque chose de dangereux ou pas. Et
la confiance, elle se garde à l'expérience, en travaillant ensemble, quand on se parle complètement franchement. On ne va jamais cacher quelque chose. C'est-à-dire en rentrant, je vais dire: «Écoute, je me suis un peu rapproché de toi dans cette partie-là, je pas de problème, je t'ai pas vu. Je me suis éloigné parce que si». OK, mais on va tous dire, et si il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, ou un qui y arrive pas, ou qui commence à trouver que ce qu'il a fait est bien alors que c'est pas bien. Ça c'est le plus embêtant. Eh ben, on arrêterait tout de suite. On Mmh. arrêterait tout de suite. Donc la conscience, elle se fait quand même dans la connaissance de la personnalité qui est en face de vous. On se coopte. Il y a personne qui va décider qu'on vole ensemble pour nous. Et ça, et même la patrouille de France, ça a beau être militaire, ils se cooptent aussi. Aussi, oui. Ouais, Mmh. cooptent. Ils peuvent pas prendre quelqu'un avec qui ils s'entendent pas. Et donc, je pense à vous, à la LIPS, vous allez avoir, soit des amis qui vont vous aider, mais ils ont autre chose à faire, ils ont chacun leurs problèmes, mais même des profs, je 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 pense, hein, j'ai fait des études de philo, c'est bien différent et il y a bien longtemps, mais je pense qu'il y a des liens qui doivent se créer avec certaines personnes, et que ces liens sont irremplaçables, et que, la chance d'avoir des bons pros, d'avoir quelqu'un à qui on peut faire confiance, qui va vous dire la vérité, qui va vous aider, eh ben, elle va se faire, au fil de la vie, comme on choisit ses amis. Mmh. Eh bien, quelque part, on choisit ses amis profs, si je peux dire. On va prendre les profs qu'on a en classe, mais il y a quelques-uns qui vont être ceux qui vous correspondent, à qui on peut peut-être demander un peu plus. Oui. Je sais Ouais. pas, hein, Oui, oui. peut-être que je Bah, déborde. non, mais c'est exactement Ouais. ce qui se Mais ce qui se passe à c'est l'école. quelque chose qui va se faire au feeling. Mmh. Crew, prepare for deorbit burn sequence. Copy. Preparing deorbit procedures. Alors cette expérience de vie en vol finalement, est-ce que, ça vous a permis, de gagner en confiance, en capacité à oser, au sol finalement dans Oui, la vie, on parlait tout à l'heure du musée de l'air, par oui. exemple. Bah, la sélection au musée de l'air, c'était quelque chose que j'avais pas du tout imaginé, et qui a été difficile. En fait, on est venu me chercher parce que j'y avais pas pensé. Donc ça, c'était formidable, mais c'était pour me mettre avec les autres, pour, Oui, dans la en compétition, compétition. pour me mettre en compétition. Et donc là, même chose, je me suis rendu compte, mais de l'immensité de ce que je ne savais pas. Donc donc j'ai appliqué la même chose, la franchise. Quand on m'a dit: «Est-ce que vous avez une idée, comment on gère un établissement public?» Non. J'ai fait des études de philo et je pilote. Évidemment, non. Mais c'était toujours des généraux avant, c'était assez militaire, mais ils ont pas forcément appris tout ça non plus. Donc c'est faisable. Ben, ils m'ont dit: «Mais à ce moment-là, il va falloir on va vous expliquer, est-ce que vous savez qu'un fonds de roulement?» «Non». Donc après, on va prendre là, il y a des sommes, on fait ci, il y a tel département, il y a la conservation, il y a ci, on ne mélange pas l'argent du fonctionnement avec l'argent des investissements. Là, j'ai fait chauffer, ça a chauffé pendant un moment. Et puis, j'ai appris, et quand j'ai été sélectionnée, alors là, j'étais aussi très stressée, mais j'ai tenu le coup, alors que j'avais toujours l'impression que ça allait pas marcher, parce que, les généraux, ils se battaient, hein, pour rester, donc on avait trouvé un général astronaute, et on a terminé à 2 sur le bureau d'un ministre. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Théoriquement, c'est pas moi qui serais choisi». Ça paraît pas, eh bien si, quand même. Si, quand même, je pense à la motivation. À la motivation, à l'écoute, au fait que, moi, j'étais en position d'humilité pour dire: «Voilà, il faut de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin que le musée, il développe on trouve de l'argent pour lui». Donc j'étais Mmh. habituée à faire du recherche de sponsoring, moi, pour moi. Il a besoin, que l'équipe fonctionne agréablement, mais il a besoin qu'on améliore, la conservation. On a besoin, toutes ces choses-là. Donc voilà comment je vais travailler. Donc j'ai fait un espèce de truc, j'ai imaginé tout ce que je pourrais faire, que j'ai présenté. En fait, ça se passait, au niveau du ministre, de son directeur de cabinet. Et en attendant, j'avais passé plein d'étapes, mais à chaque étape, j'avais appris des tas de choses, et je pense que, heu, étrangement, comme beaucoup de choses, heu, au fur et à mesure qu'on apprend, on a de plus en plus envie. Plus on bosse, Mmh. plus on est intéressé. C'est sûr. C'est comme quand on découvre la peinture, un peu, c'est intéressant, amusé, mais si vous connaissez, vous vous accrochez. Et au début, je pense que j'aurais été éliminée tout de suite, que j'en aurais pas beaucoup souffert. Par contre, une fois que j'avais monté toutes les étapes, je bossais de plus en plus pour essayer de 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 décrocher le truc. Ça m'intéressait vraiment.
Et ça a été long, ça a pris 6 mois, et 6 mois en se disant: «Ah ouais, ah non, tiens, ça marche plus, tiens, ça marche», je savais pas et puis après, bah, j'ai eu la chance d'être choisie et quand j'ai débarqué, je me suis dit quelqu'un m'a dit: «Bah, maintenant, c'est quand même tout à fait autre chose. C'est à nouveau un équipage, mais c'est vraiment une équipe, 100 personnes plus 50, guides, mais 100 personnes à gérer tous les jours, donc on les connaît petit à petit tous, mais c'est pas du tout la même chose. Il m'a dit: «Tu sors de ton extra monoplace pour passer dans un 380 et ça va pas manœuvrer à la même vitesse. Non. Quand tu dis un truc, moi je tournais à gauche et j'ai pas fini de le penser que c'est fini». Tandis que pas du tout, quand on est avec 100 personnes, un établissement public, ça va tourner lentement. Oui. Mais par contre, on y arrive et puis, l'enjeu, c'est d'intéresser les gens. L'enjeu, c'est de faire venir le public. L'enjeu, c'est tout ça et c'est entièrement passionnant, passionnant. Mais sûrement, j'ai appliqué un peu des méthodes, inconsciemment, hein, mais d'écoute. Parce que qu'est-ce que vous faites si c'est parce que vous connaissez moins bien qu'eux? En réalité, c'est eux qui savent ce qu'il faut faire. Donc après, nous, on fait des décisions finales, mais il faut énormément écouter ce que les gens vous proposent parce que souvent, ils ont des sacrées bonnes idées. Mais parce que eux, tous les jours, ils ont le nez dedans. Donc ils disent: «Bah oui, mais quand vous dites qu'il faut faire, construire, une entrée qui sera comme ça, moi je dis que ça va pas marcher parce que» ah, d'accord et tout ça, c'est un peu les mêmes choses. Et alors de quoi êtes-vous la plus fière, sur cette expérience au musée, de l'air et de l'espace? Ah ben, le musée de l'air, je pense que je suis fière d'avoir trouvé de quoi l'embellir parce qu'il c'est vrai que comme il avait des budgets qui étaient un peu justes, j'ai voulu qu'on mette l'accent, moi, sur le bâtiment qui était un bâtiment qui était considéré comme encore un peu moche parce que c'était les années 30, qui étaient bien, mais on n'avait pas mis assez en avance tout le côté art déco. Et puis, faire venir des gens du monde de l'aviation légère qui était mon monde. Il y avait eu beaucoup de militaires, mais je voulais amener tous les civils, heu et puis le faire vivre. C'est-à-dire que j'ai organisé tous les gens ce qu'on appelait le carrefour de l'air, c'est-à-dire faire de ce musée un musée vivant et tourné vers l'avenir. Donc tout le monde a essayé un peu, mais je pense que j'ai encore plus poussé. Alors je faisais venir des avions une fois par an. Donc ils se posaient. Là, on montrait que en fait, on parle d'un monde, c'est un musée, mais c'est pas fini, Mmh. ça vole encore. On s'appuie sur les innovateurs d'hier. Ils étaient comme nous, ils étaient en train d'innover de façon extraordinaire. Oui, vous Donc parliez de Louis Blériot, voilà. qui a Et le déposé son musée brevet. ça raconte tellement Oui. d'histoires. Mmh. Ça raconte bien l'histoire. Alors je dirais que l'état d'esprit, il est peut-être encore plus à l'aéroclub, c'est où étaient tous les précurseurs, tout ça. Nous, on a gardé ça, on n'a pas les avions. Les avions, ils sont au musée, donc ils sont indissociables, l'aéroclub et le musée de l'air. À nous 2, on a l'histoire de l'aviation dans nos mains. C'est le plus beau musée des débuts de l'aviation, parce que c'est ici que ça s'est passé. Alors c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, ce sont 2 femmes qui sont à la tête. Alors, vous, présidente de l'Aéroclub de France et puis, Anne-Catherine Ouais. qui est, aujourd'hui, directrice générale du musée de l'air et de Ouais. l'espace. Donc c'est 2 femmes, à la tête, J'ai été la première femme oui, et elle a été la seconde oui. et j'ai été assez contente qu'ils choisissent une femme sur le coup parce que je me disais que c'est que la première leur avait plu. Bon, c'est bien. Voilà. Et alors on va peut-être terminer en parlant un peu de la féminisation de voilà, comment attirer plus de jeunes femmes aujourd'hui. Alors c'est un petit peu une conversation un peu étrange parce que, voilà, moi, enfin on est des femmes finalement autour de la table. Oui, Mais comment est-ce qu'on attire les plus jeunes femmes vers, ces métiers qui sont quand même, des métiers de passion? oui. Mais qui reste, Un peu encore un trop. peu plafonné en gros Ouais, ouais. 25 Bah, vous avez dû en parler peut-être avec avec mon prédécesseur, avec, avec Frédéric Parisot. oui. Là, le GIFAS vient de lancer un prix, j'étais la présidente du jury, pour les femmes de l'année qui ont fait des choses, vraiment bien dans tous les domaines et c'est une très bonne initiative et pourtant, si je suis honnête, au moment où ça a été lancé,
je me disais, on en parle encore trop, toutes les portes sont ouvertes pour les femmes. Ce sera intéressant le jour où on parlera plus de nous. Moi-même, quand je monte dans un avion de ligne, quand je tourne la tête vers le cockpit, si c'est une femme, je suis contente. Et je m'en veux. Je me dis: «Je devrais pas être contente, c'est normal. Je devrais pas Il y a être». que 9% de Mais femmes voilà, pilotes. c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Alors, en réalité, j'ai l'impression que on en a beaucoup parlé, hein, à l'occasion de ce prix. Il faut faire connaître ces métiers-là, peut-être aux femmes, mais il y a un gros problème d'éducation à la base, je pense. C'est quand les petites filles sont petites, qu'on leur dit pas assez, qu'on leur dit pas assez que tous ces métiers-là leur sont ouverts. On en parle plus aux garçons. On en parle plus aux garçons. Est-ce qu'on en parle plus aux garçons ou est-ce que je ne sais pas, j'ai Bah, moi non plus, l'impression, j'arrive pas à comprendre. Souvent, je dis: «Mais nom d'un chien, les portes sont ouvertes, pourquoi n'y prenez-les, vont quoi. pas? Ouais. Pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous y allez pas?» Donc je pense que, est-ce qu'elles ont plus ce syndrome de l'imposteur? Mais pourquoi l'ont-elles? Alors, moi, je me rends compte que j'ai été élevée, j'ai eu de la chance, j'avais 3 frères, mais j'ai jamais pensé que j'étais un être différent. On m'a jamais fait sentir qu'il y avait des choses que je pouvais pas faire. Or, il y a plein de petites filles qui le croient. Ça, c'est plutôt pour les garçons. C'est vrai. Alors, vraiment, je suis prête à participer à aider. On aimerait que ça soit 50-50. Mais, moi, à mon avis, ça se passe à la maison, à l'école, ça se passe très tôt. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça se passe très, très tôt et ça se passe, certainement à la maison, mais aussi à l'école. Et à l'école. Les C'est maîtresses aussi. important, les maîtresses, bah, d'ailleurs, regardez Et les ce qu'on maîtres. vient de On dire. vient de dire les maîtresses. Les maîtresses, mais Ça, c'est voilà. naze, oui. Oui, mais Effectivement. parce qu'il y a des maîtres aussi, mais c'est vrai, un peu comme les pilotes, à Ouais. bord, ils sont pas assez nombreux Oui. et les représentations pour les petites filles, c'est, voilà, Alors, c'est pourtant, il y en a pas mal, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Et oui, j'ai du mal à comprendre aussi. Mais quand même, moi, qui montais à cheval, qui voulait faire de l'avion, personne, j'ai jamais pensé que c'était pas pour moi, ou qu'il y avait une limite quelque part. Mais par contre, on me traitait quelquefois de garçon manqué. ah, bah, Vous voilà. voyez? Mmh. Donc, il y avait, je viens d'y penser au moment où on parle. Ouais. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc ça voulait dire, elle a pas un tempérament de fille. Je l'avais, mais on trouvait que donc Et peut-être que c'était dit de façon positive oui, aussi. Voilà. c'était pas une critique, Oui, mais c'est: «Oh chouette!» on pensait à ça chouette, c'est un petit garçon. Mais un petit alors garçon qu'ils avaient 3 manqué. garçons, ils étaient très contents d'avoir une fille, c'était pas le problème, mais d'ailleurs j'ai un frère pilote, ce qui était sur 380 même. Je pense que ça se passe vraiment petit. Il faut une bonne représentation de ces métiers-là, et pas valoriser, trop, parce qu'on est quand même dans un pays où on peut aller partout maintenant. C'est Oui, ouvert. on peut tout Caroline faire. Aigle a été Ouais. la dernière à ouvrir La la récemment. dernière, voilà, la dernière, Récemment quand même, parce que la oui. première pilote de ligne, c'est 74, c'est-à-dire récent. À l'ENAC, hein, je parle de l'ENAC. Patricia Hafner. Oui. Mmh. Et c'est vrai, c'est récent, mais en même temps, aujourd'hui, il y a plus aucune porte qui est fermée. Non, il y a pas de porte fermée. Mmh. Et Donc faut y aller. donc il faut les prendre, et il y a énormément de métiers, et autour d'un avion, on parle de pilote parce que moi je le suis, mais autour d'un avion, il y a à peu près 80 métiers, Mmh. et tous plus intéressants les uns que les autres. Même là, il y a des tas de trucs autour des avions même, un chef avion, ou dans la mécanique, dans les, il y a énorme, je les sais pas tous, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, il y a bah, et Et il y a aussi les des industriels ont envie d'embaucher des femmes. mmh, Ils ont envie d'embaucher déjà, et d'embaucher des femmes. oui, il y a Donc des en plus, gros besoins. c'est un mé c'est des secteurs d'avenir. Mmh. C'est des secteurs d'avenir. Le monde va travailler sur améliorer son impact carbone, et tout ça, mais on va continuer à voler, Dieu merci. Heureusement. Heureusement, on va pas se refermer sur nous-mêmes, ce serait le rêve de toutes les dictatures, hein, qu'on Ouais, sorte plus. exactement. Donc bien sûr qu'on va continuer le mieux possible, mais de toute façon, il faut être honnête, sur notre impact, sur la façon dont on peut l'améliorer, et puis
Mais il faut continuer, bien sûr. Voilà. Et ça va continuer. Et il y aura du boulot. Bah oui, donc filles et garçons, si vous voulez changer le monde, il faut choisir l'aéro ou le spatial. Merci beaucoup pour ce témoignage qui fait rêver et va faire rêver, j'espère, toutes les futurs candidats et les étudiants de l'IPSA, tous les passionnés de l'aviation, de l'aéro, du spatial. Votre parcours est inspirant. On voit bien combien la discipline qu'est la voltige peut être en pleine d'enseignement pour les étudiants, mais aussi les chefs de projet, les start-upers et puis aussi dans toutes les organisations, la confiance, l'humilité, l'entraînement. Voilà, c'est des. Il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que ça qui fonctionne, voilà. Encore une fois, merci Catherine pour ce témoignage dans le podcast The Cockpit by IPSA, qui est diffusé sur toutes les plateformes de diffusion, YouTube, Deezer, Spotify, pour n'en citer que 3. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus et à nous faire vos retours sur les réseaux. The Cockpit revient très prochainement avec d'autres invités d'exception pour à chaque épisode partager décollage avec notre invité vers une thématique de fond qui anime le secteur aéronautique et spatial. Merci Catherine. Expect touchdown in 30 seconds. Descent rate remains nominal. Copy, standing by for touchdown. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cockpit by IPSA. J'espère qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur le secteur de l'aéronautique et du spatial. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux qui imaginent, conçoivent et construisent avec enthousiasme le monde de demain. Touchdown. The spacecraft has landed safely. Touchdown confirmed. Vehicle is stable. Copy that. Welcome home.